Bonjour à tous, ne cherchez plus, vous êtes bien sur Canal B à l'écoute du deuxième numéro de Chercheurs en Ville, votre émission qui s'intéresse aux questions urbaines et aux sciences sociales. Et comme chaque mois sur ce plateau, Xavier Debontride, rédacteur en chef de Place Publique. Bonjour Xavier. Bonjour Ronan, bonjour à tous. Et Christian Lebart, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian. Bonjour Ronan, bonjour à tous. Et pour cette nouvelle émission, nous recevons Magali Besson, maître de conférence en philosophie politique à l'Université de Rennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également l'auteur d'un livre paru chez Vrin en 2013. Son titre, Sans distinction de race, avec un point d'interrogation, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques dont on va parler durant cette heure. Première question pour vous, Christian Lebart. Oui, alors moi je suis très content d'ouvrir la discussion sur ce livre. Je suis pas philosophe, mais c'est un livre qui intéresse vraiment au-delà de la petite corporation, c'est pas gentil, enfin disons de la corporation des philosophes, parce que c'est un livre qui ouvre plein de pistes. Alors a priori on peut dire encore un livre sur le racisme, c'est évidemment une question hélas d'actualité, et on se rend compte assez vite en lisant le livre que il y a beaucoup à dire sur le racisme et sur l'antiracisme, et on se rend vite compte qu'en fait, bon, souvent l'indignation tient lieu de pensée, et que l'indignation, qui est évidemment indispensable, nécessaire, presque mécanique, fort heureusement pour encore la plupart des gens, eh bien, elle bloque beaucoup de choses, elle inhibe beaucoup de réflexions, et du coup, je trouve extrêmement intéressant de faire ce que Magali et d'autres sans doute font, c'est-à-dire y aller un peu franchement sur l'idée suivante. Évidemment, le racisme est une abomination. Évidemment, au fondement de cette abomination, il y a le concept de race qui n'a aucune pertinence scientifique, vous le rappelez, qui est un concept dangereux, etc. Mais bon, en général, on s'arrête là. Alors vous allez au-delà de ça et vous dites cette construction sur laquelle il faut revenir, justement, il faut y revenir, et il y a un risque, il y a une naïveté à vouloir se débarrasser, à croire qu'on se débarrasse du racisme en se débarrassant de la catégorie qui le fonde. Donc la question évidemment est celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec la catégorie race dans une perspective d'antiracisme, évidemment? Oui, merci. En fait, je crois que un des intérêts ou une des façons dont je suis arrivée à cette question, ça peut être intéressant à comprendre aussi, c'est par un détour états-unien, en quelque sorte. J'ai vécu aux États-Unis et là-bas, évidemment, la question raciale, on l'a vu encore très récemment avec les événements liés à Ferguson, mais bien d'autres. La question raciale est massive, elle est dans le domaine public, dans l'espace public, on en parle, on y pense, et les philosophes, y compris de l'obédience la plus, ce qu'on appelle la philosophie analytique, donc la plus fondée sur l'argumentation, la plus parfois détachée des questions de société, s'intéresse aussi à cette question. Mais la manière dont elle s'y intéresse, c'est se demander si l'on parle de racisme ou d'antiracisme, on parle en réalité de un certain nombre d'affects, de comportements, d'attitudes envers des personnes désignées par leur race. Mais alors, la question qui est la question de la philosophie, et non pas celle simplement de la sociologie, de l'anthropologie ou d'autres disciplines des sciences sociales, la question de la philosophie devient, mais qu'est-ce que c'est que cette race dont il est question lorsque on désigne des individus et on s'adresse à des individus ou on agit à l'encontre d'individus en fonction de leur race. Et c'est là, je pense, où en France, il y avait, me semble-t-il, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, il y avait un manque justement théorique. Alors qu'encore une fois, ces débats sont très prégnants ailleurs, dans le monde anglophone, aux États-Unis, mais aussi au Brésil, en Inde, dans d'autres contextes culturels. Il me semble qu'en France, on avait tendance à évacuer la question, qu'est-ce qu'une race si c'est bien au motif d'une catégorisation raciale que l'on déteste, que l'on a peur d'eux, que l'on craint, que l'on méprise un certain nombre d'individus. De quoi s'agit-il? Et c'est là, je pense, que la philosophie a un apport propre à jouer dans ce grand débat de l'antiracisme, encore une fois, aux côtés d'eux, et pas du tout à la place d'autres chercheurs en sciences sociales. Xavier Debontride.
Oui, vous évoquez l'apport philosophique, mais il y a également dans l'analyse que vous livrez une réflexion historique et une mise en perspective historique de cette construction finalement du discours autour des races et du racisme. Et c'est peut-être intéressant aussi de revenir à ces origines. Peut-être aussi faut-il là voir des différences françaises par rapport au monde anglo-saxon que vous avez également étudié. Il y a peut-être des spécificités nationales. Absolument. Alors, je pense que une des thèses, voire la thèse que je défends, c'est l'idée que cette catégorie de race est une catégorie socio-historique, c'est-à-dire construite de manière sociale et dans la lignée d'une histoire. Or, cette histoire, elle est par définition spécifique à chaque espace, alors un espace politique, économique, culturel, social, dans lequel la catégorie à un moment donné a été amenée à jouer un certain rôle et donc à fonctionner comme une catégorie signifiante dans l'espace public. Catégorie signifiante en général faite pour asseoir un certain type de domination à l'égard de certains groupes racialisés, c'est-à-dire construits comme appartenant à une certaine minorité raciale. L'un des problèmes précisément de la philosophie dont je parlais tout à l'heure, qui est analytique, c'est qu'elle a tendance à penser avec des catégories extraites de leur contexte, alors qu'il me semble que, en particulier sur des questions politiques et en particulier sur une question aussi dure, enfin violente, et avec une histoire aussi épouvantable que la notion de race, il est fondamental de commencer par comprendre comment la catégorie s'est construite dans le contexte pertinent. Et la catégorie de race n'a pas la même histoire aux États-Unis, où elle repose essentiellement sur l'esclavage et donc sur une dichotomie noir-blanc qui fonctionne encore très fortement aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si tous les problèmes raciaux qui émergent internationalement, qui font une vague énorme en ce moment aux États-Unis, concernent des actions policières à l'égard de Noirs, d'Afro-Américains. Donc aux États-Unis, elle est née de cette dichotomie, la question raciale. En France, par contraste... Oui, j'allais vous demander, en France, qu'est-ce qui fonde justement cette relation-là ? Alors en France, la question n'est pas née sous les mêmes auspices et elle n'a pas été construite, y compris dans le champ des sciences sociales, c'est-à-dire dans le champ des politiques publiques, dans le champ des discours publics, mais aussi dans le champ scientifique des sciences sociales. Elle n'a pas été construite de la même manière. Nous avons aussi une histoire coloniale. Nous avons aussi une histoire coloniale avec des vieilles colonies qui sont des colonies dans lesquelles l'esclavage était un esclavage à l'encontre des Noirs et défini comme tel, dans le code noir napoléonien de manière très célèbre. Mais nous avons aussi des colonies un peu partout dans le monde avec des catégories raciales tout à fait contextuelles aux espaces dans lesquels il était important de désigner qui était un citoyen français national et qui était un sous-citoyen, un sujet, un indigène, donc des catégories qui sont mobiles, mouvantes et à chaque fois dépendantes du type d'exclusion ou d'inclusion que l'on veut mettre en place. L'assujettissement est un peu la caractéristique commune à toutes ces populations d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Juste une chose encore, en France, la question raciale n'est pas liée qu'à la colonisation, mais elle est aussi et ou à la décolonisation, mais elle est aussi liée à Vichy. Et c'est pour ça qu'on a une double entrée sur la question raciale en France. L'assujettissement, il est évidemment, il est massif dans le cas de l'esclavage et de la colonisation. Il est tout aussi massif, mais sur d'autres bases, dans le cadre de l'antisémitisme ou de la racialisation d'un autre groupe, qui n'est pas le groupe des Noirs ou des Arabes, etc., mais qui est le groupe des Juifs. Christian Lebart. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette singularité française du rapport au racisme et à l'antiracisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi à faire la part de l'universalisme républicain ? C'est-à-dire, il y a un télescopage très passionnant entre cette histoire coloniale que vous évoquez et un universalisme républicain qui nous interdit de penser la domination d'un groupe ethnique sur un autre. Et est-ce que au fond, il me semble que c'est une des dimensions vraiment très passionnantes du livre, c'est-à-dire de revenir sur notre incapacité à penser et par exemple très concrètement à quantifier le racisme. Je rappelle, alors là
je m'exprime plus du point de vue de ma discipline, qui est la science politique et la sociologie, mais l'irrecevabilité en France des statistiques ethniques et le débat qui, à l'INED et dans un certain nombre d'institutions, court sur cette question-là depuis plusieurs années, qui est un débat qui est très passionnant parce que les uns disent les statistiques ethniques permettent seules d'observer la domination aux dépens des gens de couleur, et d'autres disent mais pas du tout, faire des statistiques ethniques, est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire voilà, prendre des gens et faire des croix en fonction de leur couleur de peau. Et donc il y a quelque chose de très français, c'est pour ça que je trouve la comparaison avec les États-Unis est passionnante, de très français dans la gêne, dans l'incapacité à penser tout ça, et dans ce jeu absolument terrible et par exemple, moi, en tant qu'enseignant, c'est toujours quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est les euphémismes qu'on est obligé d'utiliser en cours lorsqu'on parle, je reprends, je crois que vous le dites dans le livre, les jeunes des quartiers, ou les jeunes de banlieue, ou enfin, il y a tout un parler politiquement correct aujourd'hui, qui évite de nommer. Alors, qui en plus fait télescoper l'origine ethnique et l'origine sociale, donc du coup, on introduit de la confusion. Quand on dit les quartiers, c'est très très approximatif, c'est vraiment du cliché. Et voilà, et on n'a pas d'autre instrument que ces pauvres euphémismes-là qui nous empêchent d'y aller franchement sur quantifions le phénomène. Oui, effectivement, c'est une excellente remarque. Il y a en France quelque chose qui est de l'ordre, comme vous l'avez rappelé, de l'universalisme républicain, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il importe de considérer les citoyens comme des cadres abstraits, porteurs de droits, vidés de toute substance sociale ou de toute épaisseur disons sociopolitique. La question du genre se pose dans les mêmes termes. Absolument, dans les mêmes termes. De ce point de vue-là, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles mon titre, Sans distinction de race, c'est une citation de l'article 1 de la Constitution de la Ve République. C'est moi qui ai rajouté le point d'interrogation, mais l'article 1er de la Constitution de la Ve République interdit de faire des distinctions de race, religion ou origine. Et donc, pour vous couper juste un instant, Magali Besson, vous l'écrivez également, supprimer le mot race de la législation française comme ça a été fait le 16 mai 2013, c'est une erreur selon vous? Alors, le 16 mai 2013, disons que la proposition de loi visant ou tendant à supprimer le mot race de la législation française a été votée à l'Assemblée nationale. Pour qu'une loi soit adoptée, vous savez qu'il faut qu'elle passe ensuite au Sénat. Enfin, il y a cette navette, et évidemment, elle n'est pas encore passée. Il y a très peu de chances qu'elle le fasse. Donc, il faut peut-être pas non plus surestimer en réalité l'événement. Il est symboliquement pertinent. Je pense que de toute façon, cette loi ne sera jamais, n'arrivera jamais à être véritablement une loi, et en tout cas, elle ne sera pas appliquée ensuite. C'est une sorte c'est une question qui revient de manière assez périodique dans les débats français. Néanmoins, ce qui est significatif dans le fait que le 16 mai 2013, cette proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale, c'est qu'il a été voté donc de supprimer le mot race et le mot racial de la législation, de les remplacer par les mots racisme et raciste toutes les fois que c'était possible, au motif que, au fond, la France n'a pas à reconnaître les races qui, comme vous l'avez rappelé, et ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, n'ont par ailleurs aucune réalité biologique, quelle qu'elle soit. Mais c'est aussi s'interdire, du coup, de saisir qu'elles peuvent avoir une réalité sociale, qui n'a rien à voir avec la réalité biologique, ou en tout cas très peu à voir avec la réalité biologique, mis à part une sorte d'étiquette de couleur, mais de couleur dans un sens très large du terme, puisqu'il s'agit aussi de phénotype au sens plus large. Et c'est s'interdire également de saisir le fait qu'il peut y avoir des discriminations qui ne sont pas consciemment racistes. Et la loi, si la législation française se privait du mot race pour n'avoir que du racisme, elle se priverait des moyens légaux pour reconnaître un certain nombre de discriminations qui fonctionnent par des biais implicites, ou qui sont indirects ou systémiques, et qui ne sont pas des discriminations pour des motifs racistes, qui émanent de personnes parfaitement bien intentionnées et qui seraient scandalisées qu'on leur prête une telle intention.
On rejoint là, du coup, le deuxième aspect de votre remarque qui concerne les dites statistiques ethniques, quelle que soit par ailleurs la légitimité de ce terme, et peut-être que parler de statistiques ethniques avec toute la peur, la crainte, et le débat associé à ethnique est une manière Vichy n'est pas loin non plus dans notre imaginaire collectif quand on pense à ces choses-là. Voilà, c'est ça. En France en tout cas. C'est ça. On entend en France de manière quasi épidermique, on entend revenir les lois raciales de Vichy lorsqu'on entend statistiques ethniques, alors là, il faut être clair, il n'a jamais été en aucun cas question de cela de la part d'aucun des défenseurs, Alined, Patrick Simon et bien d'autres, des statistiques ethniques. Mais le procès en sorcellerie n'est jamais loin sur ce sujet sensible. On le voit encore récemment. Très récemment, la semaine dernière, un rapport rédigé par Esther Benbassa et Jean-René Le Cerf, un rapport sénatorial, est paru sur les discriminations et les inégalités. Et ce rapport propose à nouveau, comme l'avait fait en 2010 le rapport Errand, donc qui avait été rédigé sous une autre majorité, puisqu'on était sous une majorité de droite, on est désormais sous une majorité de gauche. Ces deux rapports proposent qu'on pose clairement la question des statistiques ethniques, donc encore une fois, quel que soit le nom qu'on puisse leur accorder, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de mesurer, alors le racisme peut-être, en tout cas les discriminations et les inégalités qui peuvent être associées à des motifs ethno-raciaux. Ce qui n'est pas la même chose, comme vous l'avez justement rappelé. Voilà, c'est ça. Il faut faire une différence entre le racisme et les discriminations. Magali Besson, vous restez avec nous en plateau. On va marquer une courte pause musicale avec Cotton Buds, Colors of Life sur Canal B. Cotton Buds à l'instant sur Canal B avec le morceau Colors of Life. Nous sommes toujours en compagnie de Magali Besson, maître de conférence en philosophie politique à l'université de Rennes 1, également membre de l'Institut universitaire de France, pour évoquer son livre Sans distinction de race avec un point d'interrogation, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques, paru en 2013 chez Vrin. Christian Lebart, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, à vous. Non, on va repartir peut-être sur la question très passionnante et très complexe des statistiques ethniques. Puisqu'on vous a coupé. Oui, non, je voulais revenir sur l'idée selon laquelle ce qu'on appelle, lorsqu'on parle de statistiques ethniques, on entend souvent, en tout cas, les gens entendent souvent, lorsque ça leur fait peur, l'idée de question d'un fichage. Voilà, on entend fichage administratif. Or, les statistiques ethniques renvoient à une réalité beaucoup plus complexe que cela, y compris sur le plan démographique ou des études démographiques. L'usage de statistiques ethno-raciales, par exemple, mobilisées dans des enquêtes ciblées et non pas mobilisables dans des fichiers administratifs, de manière, disons, où les enquêtes ont été faites de manière anonyme, avec la pleine acceptation de l'enquêté, non pas pour classer des gens dans un recensement de la population, mais pour dénoncer un certain type de comportement ou de discrimination à raison, en direction de l'accès au logement social, de l'accès aux soins, des transports en commun, de l'organisation urbaine des villes en général. Cela, c'est tout à fait différent. Ça veut dire des enquêtes, par exemple, à durée de vie limitée, avec des fichiers qui sont ensuite détruits lorsque l'enquête a été analysée. Cela veut dire aussi des enquêtes anonymes, et donc ça c'est fondamental parce que on n'a pas ensuite accès à un recoupement possible de fichiers administratifs différents qui trahiraient, pour ceux qui se sentiraient trahis, un certain type de données sensibles. Et enfin, c'est indispensable, me semble-t-il, pour que cesse la statistique spontanée, sauvage, qui naît très facilement sur ce type de sujet. Si l'on avait des chiffres précis, on pourrait enfin répondre à ceux qui estiment que tant de pourcents de telle population ou qu'une grande majorité de telle population est, et alors là vous mettez ce que vous voulez, voleur, paresseux, ou n'a pas accès, ou au contraire profite du système de sécurité sociale, enfin tout ce qu'on peut entendre dire à ce sujet-là. Et on appelle ça en journalisme aujourd'hui du fact-checking, la vérification des faits, et là on n'a pas les moyens justement de contredire celui qui parle fort avec des chiffres ronds et qui veut clore le débat avec ce genre de pseudo-statistiques. Exactement. Et on pourrait aussi travailler toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire essayer de montrer comment
comment les variables Voilà. se superposent et voilà comment l'origine ethnique peut jouer eu égard à une certaine condition sociale, c'est-à-dire un certain niveau de revenu, un certain niveau de diplôme, un certain type d'habitation, etc. Absolument. Alors je pense qu'il faut ajouter deux choses là-dessus. La première chose, c'est que les statistiques liées à des données sensibles, c'est-à-dire à la collecte et au traitement de données sensibles, sont permises. La loi de 2004, qui interdit la collecte et le traitement de données sensibles, comporte d'ores et déjà un certain nombre de possibilités. Il y a des exceptions à la règle, quoi. Voilà, il y a des exceptions, mais elles sont écrites dans la loi. Il y a des exceptions à la règle lorsque, par exemple, ce traitement correspondrait à l'objet de l'association d'intérêt public qui le demande, lorsque c'est lié à l'exercice ou la défense d'un droit en justice, lorsque ces traitements sont justifiés par l'intérêt public. Et il y a comme ça 8 motifs de dérogation à la loi. Donc on peut en théorie travailler avec Absolument. cet arsenal juridique là. On peut commencer à travailler. Il faut à chaque fois déposer un dossier, etc. Mais on peut commencer à travailler. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est quelle catégorie alors mobiliser. Parce que c'est ça, en fait, le cœur du sujet, il est là. L'une des difficultés. Alors moi, mon idée, ce que je défends, c'est qu'il ne faut pas confondre des statistiques faites pour mesurer et décrire un certain nombre de comportements discriminatoires et des statistiques qui viseraient à donner des identités. Les statistiques n'ont pas du tout pour objet, en tout cas la manière dont moi je défends des statistiques. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour qu'on comprenne bien, Magali Besson, là, parce qu'effectivement on est dans le concept. Allons dans le concret. Il ne s'agit pas de demander à quelqu'un ce qu'il est, et ce qu'il est, il aurait à le définir. Il est blanc, il est noir, il est musulman, il est, etc. Et quelles que soient les catégories, il est rom, quelles que soient les catégories qui pourraient être disponibles justement dans l'espace français. Mais il s'agit de demander à quelqu'un pour quelle raison il a le sentiment d'être, alors ça c'est une possibilité subjective, ou il a été victime de, ça c'est une possibilité objective, discrimination pour le logement social ou quelle que soit la raison de l'enquête. Et là, on aurait des catégories qui ne renvoient pas à ce que vous estimez être, à votre identité. D'accord ? Je ne m'intéresse pas à votre identité personnelle, intime, etc. Mais je m'intéresse à ce qui, à un moment donné dans l'espace public, a été perçu par les autres comme un motif suffisant pour entraîner un comportement discriminatoire. Ce qui pose quand même un problème redoutable, qui est que la victime d'une discrimination soit en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles elle a été discriminée. Absolument, c'est un problème redoutable. Voilà, tout à fait. Nous avons toujours en permanence besoin de nous raccrocher à de bonnes raisons qui font que nous n'avons pas eu ce à quoi je me fais l'avocat du diable évidemment, mais ce à quoi nous prétendions. Alors là-dessus, il y a j'ai entendu, on m'a suggéré deux réponses complètement opposées. La première est faisons des catégories les plus absurdes possibles. Par exemple, prenons uniquement des catégories de couleurs: noir, blanc, marron, jaune, rouge, voilà. Et qui évidemment ne renvoient pas, en tout cas je l'espère, ne renvoient pas à des identités lorsqu'elles sont prises uniquement comme catégorie de couleurs massives. Ou alors au contraire, prenons tout. Mais tout ce qui peut être à un moment donné jugé susceptible de motifs de discrimination. Et alors là, on aurait quelque chose qui est complètement ouvert, qui n'est pas entièrement ouvert parce que ça ne serait pas à l'enquêté de définir lui-même ses propres catégories, mais disons quelque chose dans lequel toutes les catégories qu'on a pu rencontrer, nous, sur le terrain, en tant que chercheur en sciences sociales, comme à un moment donné ayant été le motif de discrimination, et on pourrait choisir évidemment, de cocher plusieurs cases ou de rajouter ce qu'on veut, etc. C'est-à-dire la chose la plus ouverte possible. Et à partir de là, ensuite travailler. C'est-à-dire travailler à soit faire des clusters, soit essayer de déterminer ce qui est le plus ou moins pertinent. Xavier de Bontré. Au fond, pour finir là-dessus, il y a deux façons de construire une catégorie ethnique. Il y a du point de vue de celui qui discrimine en disant je veux pas de gens comme ça chez moi, mais aussi du point de vue des discriminés entre guillemets, qui vont construire aussi la
catégorie pour expliquer la discrimination dont ils sont victimes, en disant par exemple je suis discriminé parce que je suis une femme ou je suis discriminé parce que je suis noir de peau, en ayant éventuellement la possibilité de recourir soit à l'une soit à l'autre explication. C'est aussi une façon de faire exister les catégories dans la vie quotidienne. Bien sûr. L'enquête de l'INED, Trajectoire et Origines, mobilisait les origines nationales de l'enquêté, des parents et des ascendants, de manière, alors avec une classification assez fine, de manière précisément à éviter la question subjective en s'ancrant dans une question, disons, nationale, enfin d'origine nationale ou géographique. Pour rester encore quelques instants sur cette question des statistiques et de leur difficile élaboration, puisque c'est de cela visiblement dont il s'agit, est-ce que on a des comparaisons internationales, européennes, qui seraient un peu plus avancées et qui pourraient éventuellement être, sinon transposées intégralement, du moins inspirer le législateur dans la méthodologie? Oui, bien entendu. Il y a eu un article fait par une sociologue, Anne Morning, au tournant de l'an 2000 sur, alors pour le coup, les recensements. Les recensements et la question ethnique, raciale, nationale, tribale, quel que soit donc du coup le terme mobilisé, dans tous les recensements de tous les pays du monde autour de l'an 2000, enfin les recensements de l'an 2000. Et elle montre en effet qu'il y a alors un certain nombre de pays qui ont une telle question dans leur recensement, un certain nombre de pays qui n'en ont pas, et dans les pays qui en ont, quel que soit le vocabulaire mobilisé, donc ethnie, nationalité, race, et puis éventuellement ethno-racial, etc. Au fond, quand on regarde à l'intérieur des propositions qui sont faites, on retombe sur les mêmes types de questions. Et on a déjà un grand nombre de pays qui mobilisent de telles catégories. Il y a aussi des directives de l'Union européenne. L'Union européenne pousse la France à mettre en place. Il y a un retard français, donc au niveau par rapport à la moyenne européenne sur ces questions-là, visiblement. Un retard, je ne sais pas. En tout cas, une volonté de ne pas le faire, très nette et très affirmée. Cela dit, la France n'est pas le seul pays. En Allemagne non plus, il n'y a pas de telles mesures des discriminations. Même cause, mêmes effets. France-Allemagne, 40-45. Oui, point d'interrogation. Ce ne sont pas exactement les mêmes causes, puisque justement, je pense qu'il faut vraiment rester très contextuel sur ce genre de questions. Et l'histoire de l'Allemagne n'est pas l'histoire de la France, que ce soit sur le plan de l'antisémitisme ou que ce soit sur le plan colonial. Donc, c'est pas exactement les mêmes causes, mais c'est le même type en tout cas, de choix à l'heure actuelle. Alors justement, revenons en 2014, Magali Besson. Je voulais vous faire réagir à une question d'actualité avec cette volonté du gouvernement, par l'intermédiaire de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, de faire de l'antiracisme, de la lutte contre le racisme, et l'antisémitisme, une cause nationale. Votre réaction à ça? Alors je dis bravo. Ouais. Et après. Et voilà, c'est ça. Je dis bravo et après. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est essentiellement un effet de mots. Je suis pas complètement sûre. Enfin, j'attends de voir, au-delà du mot cause nationale, quelles vont être dans les faits les politiques mises en place, et par exemple, est-ce que nous, chercheurs qui travaillons sur ces questions, nous allons tout d'un coup voir affluer l'aide financière, les postes et toutes ces choses qui nous permettraient de continuer à réfléchir sur l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Christian Lebart. Oui, ça n'est peut-être qu'un affichage, mais bon, après tout, on est quand même beaucoup sur des questions symboliques qui ont à voir avec les croyances, les mots, etc. Donc, quand bien même il n'y aurait pas €1 à la clé, travaillant en sciences politiques un petit peu sur les politiques symboliques, je pense que c'est quand même intéressant cet affichage, ça dit des choses, et bon, évidemment, il faut espérer que ce soit suivi des faits. On peut juste rappeler par contre que grande cause nationale, c'est un terme, presque un label qui est utilisé tous les ans et dédié à une seule cause. Oui. En l'occurrence, en 2014, c'était l'engagement associatif. L'année prochaine, ce sera la lutte contre le changement climatique. Voilà, vous pouvez le reprendre. Non, je pense que ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a eu un moment, pour reprendre les termes de Éric et Didier Fassin, à un moment donné, la question de la discrimination est
vivait sous forme du déni. Enfin, la France était sous une forme de déni à l'égard des discriminations raciales, puis elle est passée à la dénégation. Et je me demande si cette cause nationale n'est pas une forme de dénégation, c'est-à-dire on reconnaît l'objet du problème. Il y a en effet un problème, on n'est plus dans le déni, c'est-à-dire on ne refuse pas de reconnaître le problème, mais on refuse de saisir les causes réelles et d'engager vraiment un travail là-dessus. D'où peut-être alors une réflexion sur des pistes d'action en matière d'action publique concrètes et faisables. Et est-ce que un obstacle au fait de penser ces pistes d'action ne tient pas, encore une fois, une singularité française, qui est le fait que on confond un peu, vous y avez fait allusion tout à l'heure et ça me paraît vraiment central, intentionnalité raciste et discrimination telle que les statistiques permettent de mettre en évidence. Je me souviens d'une thèse en sciences politiques qui montrait très bien que quand on regardait les logiques d'attribution des logements sociaux, quand on regardait les statistiques, on arrivait à cette terrible évidence qu'il y avait de la discrimination dans l'attribution des logements sociaux. Et en même temps, quand l'enquêtrice rencontrait les gens qui attribuaient les logements sociaux, elle avait affaire à des gens dont elle était absolument convaincue qu'ils n'avaient aucune intentionnalité raciste, évidemment, et même ils n'étaient pas habités par ce travers. Donc c'est peut-être ça qu'on a du mal à penser aussi, c'est le racisme ou la discrimination, voilà, par des logiques d'agrégation de comportements individuels qu'on doit ne pas forcément référer à une intentionnalité raciste au sens le plus bête du terme. Absolument. Vous faites peut-être allusion à Valérie Salapala. Oui, tout à fait, oui. Oui, son livre qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2013 aussi, je crois, justement, qui rend compte de cette enquête. Et elle montre en effet qu'il n'y a pas nécessairement de racisme individuel, mais qu'il y a des effets de racisme qu'on peut appeler institutionnel, et sachant qu'on peut faire la différence entre un racisme individuel qui est un individu qui a une idéologie raciste, c'est-à-dire qui est persuadé qu'il existe des races différentes et que ces races sont hiérarchisées avec certains qui valent plus que d'autres, donc qui sont surévalués, enfin évalués mieux en tout cas que d'autres, et qui agit en fonction de son idéologie raciste. Mais ça, c'est trop simple. Voilà, d'une certaine manière, c'est trop simple. Si c'était que ça le problème. Ensuite, on a un racisme, alors qu'elle appelle structurel, c'est-à-dire là pour le coup qui est lié à des structures sociales très larges. Et elle pense qu'il faut penser aussi à un racisme institutionnel, c'est-à-dire qui existe dans le fonctionnement normal des institutions. Et les institutions, c'est aussi bien les logements sociaux, enfin le système d'attribution des logements sociaux, que l'école, que je sais pas moi, les transports en commun. Parce que vous dites qui existe par le fonctionnement institutionnel, est-ce qu'on peut prolonger ou transformer, qui serait généré par ces fonctionnements institutionnels? Alors là, c'est peut-être aller un peu loin. L'idée est plutôt que ces institutions ont vu le jour et sont mues par un ensemble de normes, de comportements qui ont, pour des raisons historiques, été établies à un moment donné où le général de Gaulle pouvait dire, bon, évidemment, tout le monde sait la France est blanche. C'est très bien qu'il y ait en France des Noirs, des Arabes, mais bon, la France est blanche, sinon colomber les deux églises s'appellerait colomber les deux mosquées. C'est dans des propos rapportés à Alain Perfit. Donc toutes ces institutions ont vu le jour à un moment donné où toujours ce substrat culturel et historique qu'il ne faut jamais perdre de vue. Exactement, où le racisme était ambiant, et elles ne se sont pas remises en question. Et c'est ce que j'appelle construire le concept de race en concept politique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été déracialisées parce que le concept de race a été évacué, au lieu d'être construit en outil, en instrument de la lutte contre le racisme. Si les institutions faisaient cet effort de mise en visibilité de leur propre comportement biaisé, alors on pourrait observer les pratiques de racisme ou de discrimination indirecte derrière des pratiques qui ont l'air, en apparence, parfaitement neutres racialement. Alors on a parlé à l'instant de la dimension nationale du phénomène. Quel est le territoire ou l'échelle pertinente pour mesurer ces questions-là? On le disait à l'instant autour de cette table, vous êtes maître de conférence à l'université de Rennes. On citait la publication d'une de vos collègues aux presses universitaires de Rennes. Est-ce que l'échelon d'un territoire comme la métropole rennaise peut être pertinent, intéressant? A-t-il été interrogé sur ces questions?
question? Alors ça, c'est une excellente question. Il me semble que c'est une question compliquée parce que je pense qu'il n'y a pas qu'il faut arriver à prendre en compte des échelles pertinentes selon la question posée, en gardant en tête d'une part qu'il y a nécessairement des effets locaux de construction des races. Alors sur Rennes, je ne sais pas, mais on sait par exemple à propos des Roms et de la racialisation des Roms qu'il y a ce que Fassin appelle une politique municipale de la race qui s'est mise en place et qui joue vraiment au niveau de municipalités et d'effets de concurrence entre municipalités pour non pas les attirer, mais au contraire exclure les indésirables, c'est-à-dire ceux qui sont définis comme des indésirables. Mais cette politique de concurrence municipale, elle existe parce qu'il y a par ailleurs un État national qui est, disons, qui a une manne à distribuer à ces différentes municipalités, et l'État national et le rapport se joue avec l'État national. Et puis il y a aussi un niveau européen. Parce qu'il y a en effet, comme on le disait tout à l'heure, disons, les instances européennes incitent la France à un certain nombre de comportements, parce qu'il y a des cours comme la Cour européenne des droits de l'homme qui prennent en compte, qui jugent un certain nombre de ces cas liés à des questions d'identité. Je pense ici particulièrement aux affaires de voile et à l'islamophobie éventuellement qui peut leur être associée, et qui a des effets retour sur la France. Et puis, l'esclavage était évidemment concernait l'Empire français, c'est-à-dire pas seulement la métropole et les colonies que nous avons conservées, mais les colonies que la France avait alors à peu près sur les 5 continents. Donc, disons qu'il me semble que lorsqu'on pense la bonne échelle, il faut vraiment garder en tête justement les jeux d'échelle et les effets de focale qui peuvent s'établir lorsqu'on pose telle ou telle question, soit de Nouvelle-Calédonie, soit de France, soit de Strasbourg en tant que c'est l'Europe, enfin disons le siège de l'Europe regardant la France, et ces effets de focale jouent de manière très forte sur les catégories mobilisées et ce qu'on fait avec elles. Alors des effets de focale différenciés selon les territoires, mais peut-être quand même des tendances ou des évolutions dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus raciste qu'hier? Comment ça évolue? Est-ce que le baromètre sensoriel là peut être mobilisé? Il y a une littérature abondante en ce moment et qui atteint des sommets dans les ventes de livres, qui définit une France moisie, raciste, repliée sur elle-même. Est-ce que ça aussi c'est un écho à vos travaux? Comment vous vous positionnez par rapport à ces thèses-là? Alors moi je pense qu'il est impossible de dire si la France est plus ou moins raciste qu'avant, dans la mesure où, comme on vient de le dire assez longuement, nous n'avons pas de données chiffrées pour pouvoir établir quelque réalité que ce soit à ce genre d'affirmation. La France a été raciste, la France est raciste. À propos des événements de Ferguson aux États-Unis, j'entendais il y a quelque temps à la radio Christiane Taubira dire: ce qui se passe aux États-Unis, c'est affreux, c'est terrible. Il y a un racisme policier, bon ça c'est réel. En France, ça n'existe pas. La France n'est pas raciste. Il y a des individus racistes en France. Il y a quelques pratiques individuelles racistes, mais la France n'est pas raciste. J'aimerais croire qu'elle a raison. Je pense que c'est compliqué de dire que la France n'est pas raciste, dans la mesure où, en effet, nous reposons sur des institutions, et encore une fois des institutions, c'est-à-dire des normes institutionnelles, des comportements institutionnels et des effets d'évaluation institutionnelle qui ont été construits à un moment donné où la France était objectivement racialisée, en tout cas. Là-dessus, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt quand même à distinguer entre racisme et xénophobie? C'est-à-dire, je prends l'exemple, moi, les derniers propos, entre guillemets, racistes que j'ai entendus, c'était une conversation de bistrot, mais qui était la suivante, qui était de dire, les Roms qui font la Manche, c'est insupportable pour eux. C'est-à-dire, voilà des gens qui souffrent, voilà des enfants qui souffrent, et le spectacle des enfants qui souffrent nous est insupportable. Ce qui n'a, me semble-t-il, pas grand-chose à voir avec un raisonnement du type c'est une race, etc. Donc, voilà, il me semble que si on a ça en tête, il ne s'agit pas de distribuer des points et d'adoucir le problème, mais je pense que si on a ça en tête, est-ce qu'on
peut pas quand même se doter d'outils un peu fins pour distinguer effectivement, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que la France n'est pas raciste au sens lourdingue et du terme. Par contre, la xénophobie augmente considérablement. Ça, Oui, alors vous avez entièrement raison. À propos des Roms, il y a ce type de discours, mais il y a aussi quand même de manière très présente, les Roms sont des voleurs. Enfin, je veux dire, ça reste quand même quelque chose de très massif. Et là, on est quand même dans quelque chose, et ce sont des voleurs parce que c'est dans leur gène. C'est-à-dire que là, on a souvent le recours à un vocabulaire naturalisé, biologique, qui est censé expliquer, ou même une culture naturalisée, hein, c'est comme ça, c'est dans l'essence de leur culture, qui est censé expliquer des comportements. Entre nature et culture, souvent ça voyage beaucoup. Absolument. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de métaphores dans le discours ordinaire. Et en tout cas, nature-culture, c'est quelque chose qui dépasse la plupart des locuteurs ordinaires. Absolument, tout à fait. Donc c'est pour ça, on a une espèce d'amalgame entre nature et culture, et c'est là où je pense qu'il y a un effet de racialisation. C'est-à-dire que justement, on a à un moment donné recours à quelque chose qui est de l'essentialisme, ou la désignation d'autres comme des autres, affligé ou affublé ou ascrit une caractéristique négative parce que c'est comme ça. Et là, on n'est pas seulement dans de la xénophobie, me semble-t-il, mais bien dans de la racialisation, quels que soient ensuite les groupes concernés. Messieurs, dames, on poursuit cette conversation passionnante dans quelques instants, juste après The Skywalkers Changing the Colors of Life sur Canal B. De retour dans Chercheurs en ville numéro 2, toujours en compagnie de Magali Besson, maître de conférences en philosophie politique à l'université de Rennes 1, également membre de l'Institut universitaire de France. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de ce livre qui est sorti en 2013, on le rappelle quand même, Sans distinction de race, avec un point d'interrogation. On voulait maintenant vous faire réagir à cette polémique qui a fait un petit peu de bruit ces derniers jours autour du spectacle Exhibit B. Un collectif a demandé l'interdiction de ce spectacle conçu par le Sud-Africain Brett Bailey, présenté au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Le collectif qui juge que ce spectacle est raciste et porte une atteinte grave à la dignité humaine puisqu'il met en scène des os humains tels qu'on en faisait à la fin du 19e siècle. Mais le tribunal administratif de Paris a rejeté mardi dernier la demande d'interdiction. Comment vous percevez ce genre de polémique ? Alors je trouve ça absolument passionnant. Je dois dire aussi que je n'ai pas vu l'exposition ou la performance. Comme beaucoup de monde d'ailleurs qui en parle. Donc voilà, j'en parle, mais sans l'avoir vu. Et donc ce dont je ne peux parler, c'est seulement des discours sûrs. Je parlerai surtout des discours sur l'exposition et pas tellement de l'exposition elle-même, puisqu'encore une fois, je ne l'ai pas vue. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce débat, dans ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, au fond, donc l'exposition de Brett Bailey est une exposition explicitement antiraciste et d'intention antiraciste. Ce qu'au fond, peu de gens ont nié. Et beaucoup étaient prêts à accepter qu'il y avait une bonne intention au départ. Mais c'est dans la manière dont cette intention ensuite s'est traduite que le collectif notamment a été extrêmement choqué et a accusé Bailey de tenir un discours de blanc sur les Noirs, et notamment de tenir un discours qui... Alors si j'ai bien compris, dans la performance, l'idée était que le spectateur se promène au milieu de tableaux humains, mais de tableaux où les Noirs enchaînés ou exhibés suivent le spectateur des yeux, et apparemment une des intentions de Bailey, encore une fois explicite, c'était que ce regard était un regard qui devait renverser la domination. Ce que le collectif expliquait, c'est que par ailleurs, il n'y avait que ce regard et aucune parole. Et l'un des problèmes était que précisément ces tableaux humains étaient des tableaux silencieux où les Noirs étaient une fois de plus placés uniquement en position de victime, et les différents tableaux qui montraient des moments différents de l'histoire n'étaient que des moments où les Noirs étaient les victimes des Blancs. Ce qui conduisait à deux choses. D'une part, à
placer les Noirs non pas comme acteurs de leur propre ou agents de leur propre résistance, de leur propre refus, de leur travail, de leur récit, de leur voix contre l'esclavage, et d'autre part à placer les spectateurs en position de bourreaux accusés. Il me semble que des positions, disons, un peu modérées se sont par ailleurs aussi fait entendre, et je pense à un débat entre Louis-Georges Tin et Pascal Blanchard notamment que j'ai entendu, où l'un et l'autre estimaient que, d'une part, les esclaves noirs les esclaves noirs ont, et on commence désormais, y compris en France, à avoir des travaux de très grande qualité là-dessus, ont pris une part non négligeable à leur propre émancipation. Il y a des travaux sur le marronnage, c'est-à-dire ces esclaves en fuite qui qui s'installaient en communauté. Il y a des travaux sur les récits d'esclaves en fuite. Il y a des travaux sur les cas présentés devant des tribunaux très tôt pour que des esclaves revendiquent un certain nombre de droits. Donc les esclaves et les Noirs ont fait œuvre de résistance et d'émancipation. Et ça, c'est oublié. Et en 2014, c'est quand même dommage et embêtant d'oublier cette part active que les Noirs ont prise à leur propre libération. Et l'autre chose, c'est placer le spectateur en position de bourreau accusé par la victime silencieuse, c'est rétablir une position de face à face, où justement la question en 2014 ne devrait plus être celle d'une accusation sans mots, mais au contraire d'une mise en mots commune, en refusant des accusations pour leur préférer une responsabilisation. Et cette responsabilisation, elle ne peut se faire qu'ensemble. Mais ensemble, ça veut dire du coup que tout le monde parle. Et qu'il n'y a pas certains qui parlent pour d'autres, et d'autres qui, définitivement et à jamais, demeurent silencieux. Il me semble que l'un des enjeux, c'est que cette exposition jouait sur des affects, sur le malaise, sur le malaise qui ressortait de la promenade dans ces zoos humains, au lieu de jouer sur la science, c'est-à-dire sur l'histoire, l'éducation, sur la mise en place d'un certain nombre de données, encore une fois d'une histoire encore très mal connue, surtout en France, mais qui commence à émerger et qu'il serait fondamental de continuer à faire émerger. Donc un vrai sujet, mais peut-être un mauvais traitement d'une certaine manière. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et ce qu'a dit la polémique, c'est exactement ça. Il y a polémique parce qu'il y a un vrai sujet. Et il y a polémique parce que justement la polémique s'oppose ici à la problématique, c'est-à-dire il y a une polémique parce que ça n'a pas été problématisé comme un problème, enfin comme un problème politique. Il manquait un philosophe dans le comité d'organisation de cette exposition. Il n'avait pas écouté Chercheurs en ville. C'est un artiste, voilà. Par ailleurs, on peut rappeler aussi juste au passage et sur cette question-là qu'en 2007, il avait été question de mettre en place un institut sur la mémoire des esclavages et de leurs émancipations, que le gouvernement, qui était donc à l'époque un gouvernement de droite, s'était engagé sur la mise en place de cet institut et qu'il n'a à l'heure actuelle toujours pas vu le jour. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même la place pour des lieux où ce travail d'histoire de social, etc., pourrait se construire. Alors peut-être oui, pour revenir sur la question pour prolonger sur l'esclavage et pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question que posait Xavier, celle de la territorialité à la fois du racisme et des politiques de lutte contre le racisme. J'ai en tête, je voulais mobiliser ici un travail très passionnant qu'a fait un doctorant à Rennes, un docteur donc Renaud Ourcade, sur les politiques municipales, les politiques mémorielles liées à la mémoire de l'esclavage. Il a fait une comparaison entre trois villes, Liverpool en Grande-Bretagne, Bordeaux et Nantes. Mmh. Et il a évidemment contextualisé en référence aux décennies 90-2000, il a contextualisé en référence au modèle français et anglais, mais il a aussi contextualisé en comparant Nantes et Bordeaux, et il a très bien montré que la logique n'est pas la même, parce que les populations qui sont interpellées par la mémoire de l'esclavage aujourd'hui ne sont pas les mêmes à Bordeaux et Nantes, que les uns se pensent comme les descendants d'esclaves et les autres moins. Il a bien montré que les noms
des grandes familles d'armateurs qui ont fait fortune sur la traite négrière, dans un cas existent encore, dans l'autre ont un peu disparu. Et voilà. Et donc il y a comme ça des configurations urbaines qui font que, pour faire simple, Nantes s'est très précocement engagé dans des politiques mémorielles, alors que Bordeaux ne l'a fait que dans un deuxième temps pour s'aligner sur ce qui est devenu un standard européen, c'est-à-dire retourner le stigmate et se donner à voir comme une ville qui est capable d'affronter son passé et qui met pas sous le tapis les choses honteuses et coupables. Un beau sujet pour Place Publique. Tiens. Oui, on a en France, par opposition à Liverpool par exemple ou à la Grande-Bretagne, on a en France une problématique autour des guerres de mémoire, enfin de ce qu'on appelle les guerres de mémoire, dans lesquelles justement, enfin la mémoire de l'esclavage s'est trouvée prise, notamment après la loi Taubira de 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais du coup qui est très clivée. Enfin, on a vraiment une guerre des mémoires au lieu, encore une fois, d'avoir un travail de mémoire au sens de Ricoeur, c'est-à-dire un travail de réappropriation et de manière de parler de cette mémoire. La mémoire est toujours un enjeu, on le sait bien. C'est aussi les politiques muséales. Hein, voilà. Et il n'y a pas de musée de l'esclavage en France. À Nantes, si. À Nantes, si, quand même. Mais pas comme à Liverpool. Voilà. Merci beaucoup Magali Besson. J'invite tous les auditeurs de Canal B, la Wiki Radio de l'UEB à se procurer sans distinction de race de la philosophie concrète, comme on aime bien dire, aux éditions Vrin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Chercheurs en Ville.